Hello, c'est Léo, ingénieur en finance de marché. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, allez, un peu de sérieux. On se retrouve pour le retour pour un top 5 PEA. J'espère que vous êtes prêts. Donc, je vais vous présenter une action quality, deux actions dividendes, deux actions value. Donc, pour un top 5 PEA. Je ferai une petite vidéo, je pense, ou un live d'ailleurs, hein, pour voilà, tout ce qui m'est arrivé, les petites péripéties que je vis à Dubaï. Alors, ce sera plutôt angle business qu'angle investissement bourse, mais je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Donc, alors, on va commencer direct. Alors premièrement, donc là je suis sur le rapport de LVMH et comme vous pouvez le voir, le rapport d'LVMH est publié dans 5 jours. Les résultats d'LVMH sont publiés dans 5 jours. Donc je ferai vraiment une vidéo uniquement sur LVMH avec cette publication de résultats. Et là en fait ce que je vais faire, on va plutôt s'attarder sur les dividendes puisque je pense que c'est intéressant. Je vais vous mettre une perspective un petit peu différente de ce que vous pouvez voir un petit peu à droite à gauche sur les dividendes d'LVMH. Donc alors pareil, hein, je précise, LVMH, je suis actionnaire, j'ai 10 000 euros dessus, parce que vous allez voir qu'il y a les deux dernières actions que je vais vous présenter, je ne suis pas actionnaire, donc je le précise dès maintenant. Et donc en fait voilà, la question sur LVMH, l'objectif, mon objectif c'est d'avoir 10% de rendement dans 10 ans. Est-ce que c'est possible avec LVMH ? Alors premièrement, je vais faire une petite vue d'ensemble, hein. Donc je vais me mettre je vais me mettre ici. Donc voilà, en fait, pourquoi je vais vous parler de dividendes? Parce que la croissance des dividendes d'LVMH, c'est incroyable. Alors on va voir ensemble pourquoi. Donc voilà, on voit qu'on est quand même sur du plus 17% par an en moyenne sur les 5 dernières années, d'accord? En fait, on va voir que c'est une sorte de payout ratio. Donc je vais vous l'expliquer là dans un instant. Pareil, bon, ça surperforme vraiment le CAC 40 et en fait c'est un ETF luxe à lui tout seul LVMH, hein, donc c'est pour ça que j'en ai acheté. Alors d'ailleurs j'ai une moins-value, hein, je suis en perte, hein, sur LVMH, j'en ai acheté par ici, mais encore une fois, en fait j'en ai vraiment acheté optique très très long terme et c'était plutôt juste une question d'avoir mon cash investi plutôt que de l'avoir plutôt que de ne l'avoir pas investi. Je veux dire, je préfère être sur LVMH un petit peu plus cher, d'accord, que ne pas être du tout investi. Rappelez-vous, on est vraiment là pour un jeu de très très long terme, d'accord. Donc une vue d'ensemble sur gros focus. On a effectivement un payout ratio de 0,41, donc de 41%, d'accord, c'est-à-dire qu'on verse 41% du bénéfice net en dividende. Alors, faut quand même prendre avec des pincettes, parce que le payout ratio, c'est vrai qu'il induit facilement en erreur, puisque c'est le bénéfice net. Mais en fait, LVMH, on a quand même pas mal, entre guillemets, de réinvestissement. Ce qui fait que finalement il faut plutôt se baser sur le free cash flow, et cette année en fait le free cash flow du fait donc des réinvestissements, il a quand même assez diminué comme vous pouvez voir cette année. Donc le free cash flow il est de 11 milliards par rapport à 13 milliards, et donc en fait c'est le free cash flow, c'est vraiment l'argent qu'il reste à LVMH pour racheter des actions, pour payer un dividende ou pour rembourser de la dette, d'accord. Et donc finalement si on prend vraiment le vrai payout ratio, à savoir si on se prend vraiment en compte voilà l'argent qui reste à la fin après les impôts, après tout chez LVMH, après le réinvestissement, eh bien on est plutôt sur du 7,16 milliards donc de dividendes payés sur 11,60 milliards de free cash flow. Voilà, on est plutôt sur du 61%, d'accord. On alloue 61% on est plutôt sur un dividende, un payout ratio, excusez-moi, de 61%. Alors on voit que c'est exceptionnel, hein. La croissance c'est exceptionnel. Regardez un petit peu la croissance des 10 dernières années, on est à 15%. 5 dernières années on est supérieur, et 3 dernières années on est supérieur. Donc la croissance des dividendes des 3 dernières années est supérieure à celle des 5 dernières années, qui est elle-même supérieure à celle des 10 dernières années, d'accord. Ce qui est également important, c'est de comparer la croissance du dividende qu'on vient de voir à l'instant à la croissance du bénéfice net. On voit que la croissance du bénéfice net, donc l'earning per share sur les 3 dernières années, a augmenté de 45% par an en moyenne, et les dividendes de 39%. Donc là-dessus, les dividendes effectivement ont augmenté moins rapidement, on est correct. Les 5 dernières années de 20% comme on l'a vu, alors que la croissance du bénéfice net a elle augmenté de 22%, et sur les 10 dernières années du 16% et ici du 15%. Donc on est vraiment correct. Mais par contre, quand on prend en compte le réinvestissement, on s'aperçoit qu'effectivement le dividende a augmenté de 40% donc sur les 3 dernières années, alors que le free cash flow per share a augmenté de seulement 8% par an. Donc c'est-à-dire effectivement le payout ratio, si on prend en compte le payout ratio avec le free cash flow per share, effectivement il augmente un peu. Donc la question ça va être, est-ce qu'on va pouvoir avoir ce taux de croissance qui va comment dire se matérialiser, le même taux de croissance du dividende donc sur les 10 prochaines années. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, en fait ici donc je vous ai fait une petite mind map. Donc très rapidement, donc ça en fait c'est un tableau ici, d'accord. Ça c'est un tableau qui vous dit ok, avec le yield donc actuel de votre entreprise, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, avec le yield actuel de votre entreprise et le taux de croissance ici donc du dividende par an, ça vous donne donc ça ici c'est le break-even à la 10e année, d'accord. Ça veut dire que là par exemple si vous avez un yield, regarde, on va le faire ensemble.
LVMH, on a un yield de combien? On a un yield de 2%, d'accord? Donc un yield actuel de 2%, on est ici, d'accord? Et donc il faudrait une croissance des dividendes de 17% par an sur les 10 prochaines années pour avoir, dans 10 ans sur LVMH, 10% de rendement. Alors ça, c'est sans réinvestir les dividendes. Si maintenant on réinvestit les dividendes, donc on se prend, pareil, donc ça c'est le même tableau avec le réinvestissement, donc 2% de yield sur LVMH avec, il nous faudrait donc une croissance de 15%. Vous voyez la différence entre réinvestir les dividendes et ne pas réinvestir les dividendes? Eh bien, dans un cas, il faut 17% par an pour avoir 10% dans 10 ans, et dans l'autre cas, il faut 15% par an pour avoir 10% dans 10 ans. Et en fait, là où je vous ai écrit ça, regardez, en fait, vraiment, le problème, c'est qu'on voit qu'un rendement initial de 2% par an, même avec une croissance de 15%, ne peut nous donner 10% par an. En fait, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le rendement initial. Par exemple, regardez, si jamais LVMH, on a un rendement initial qui passe de 2% à 3%, donc c'est pas grand chose, c'est juste 1% de plus, d'accord? Eh bien, il vous faudra seulement 9% de croissance du dividende par an pour avoir là 9,3% de croissance, de dividende par an dans 10 ans. Alors que finalement, en fait, on voit que si on a 2%, eh bien, il nous faudra 15%. Donc vraiment, le fait d'avoir 1% de plus de dividendes aujourd'hui, au moment où vous achetez l'action, d'accord, ça se traduit par, finalement, il vous faut une croissance de seulement 10%, comme vous pouvez le voir, voilà, ici, de seulement 9% par an, à la place de 15%. Donc vraiment, il faut privilégier dès le départ un yield élevé, et si vous avez le yield élevé dès le départ, plus la croissance, là, c'est le beurre et l'argent du beurre, hein, comme on dit. Effectivement, par exemple, si vous avez une action, comme on va le voir par exemple sur Verallia, on va y arriver dans un instant, il n'y a pas beaucoup de croissance, mais on voit que c'est quasiment pareil, hein. On voit que c'est quasiment pareil. Donc la question qu'il faut se poser, elle est très simple. Avec le yield actuel de 2%, on a vu qu'il nous faut un taux de croissance de 17% par an pendant 10 ans pour avoir 10% de rendement en 10 ans. Donc ce 7 milliards, si on lui met un taux de croissance, j'ai mis un taux de croissance donc de 17% par an pendant 10 ans, eh bien ça ferait donc du 33 milliards, d'accord? Donc effectivement, eh bien, il faut effectivement un dividende de 33 milliards dans 10 ans sur LVMH pour avoir 10% de taux de rendement par an dans 10 ans. Et en fait, on voit que c'est presque impossible puisque même si on reverse 80% donc du free cash flow dans 10 ans en dividende, ça veut dire qu'en fait, il faudrait combien? Ça veut dire qu'il faudrait en gros 33 plus 20%, il faudrait 40 milliards de free cash flow sur LVMH dans 10 ans, d'accord? Effectivement, si LVMH dans 10 ans, il y a 40 milliards de free cash flow, on en reverse 80%, donc voilà, 33 milliards, ça vous fera effectivement dans 10 ans comme ça votre rendement de 10%, mais on voit qu'en fait c'est très difficile d'acheter une entreprise comme LVMH avec un yield qui est faible aujourd'hui pour en espérer un gros rendement dans le futur. Et maintenant, la deuxième option qui s'offre à nous finalement, c'est d'attendre une augmentation du yield d'LVMH via la baisse de son prix en bourse. Si par exemple le prix d'LVMH en bourse si par exemple, donc là je vais mettre la market cap, si par exemple, vous allez voir en fait c'est plus simple de raisonner comme ça, si donc on prend la market cap, donc là on est à 340, une baisse sur les 250 milliards, ok, une baisse sur les 250 milliards, donc ça ferait 26% de baisse. Donc 26% de baisse, ça ferait en gros du LVMH un petit peu sur les 500 $. Du LVMH sur les 500 $, effectivement, on sera à 250 milliards, d'accord? Et donc si on fait le dividende actuel 7,6 divisé par 250, ça donne effectivement 3% de rendement. Et là, ça change tout. Pourquoi? Puisque là, regardez, 3% de rendement, eh bien, il vous faudra seulement une croissance de 9% par an. Et donc là, on reprend le même, les 7 milliards, même 7,6, hein, je vais laisser 7 pour le même exemple. Et là, en fait, on met un taux de croissance de 9% dans 10 ans. Et là, vous allez voir que ça ne fait pas 33 milliards. Là, ça fait 16 milliards. Et là, déjà, tout de suite, on voit que là, c'est totalement possible. Là, effectivement, dans 10 ans, avoir 16 milliards de dividendes par an sur... Ok, excusez-moi, donc là, vraiment, j'essaie de vous transmettre la philosophie de Warren Buffett. Pareil, Monish Pabrai, j'ai revu une interview il n'y a pas longtemps. C'est vraiment... Il a encore une fois insisté énormément de fois sur ce point-là. Comme vous l'avez vu avec cet exemple-là, si jamais LVMH baisse de 26% en bourse, d'accord, eh bien, il vous suffira d'avoir une croissance de seulement deux fois moins élevée pour avoir le même résultat que d'acheter LVMH aujourd'hui, d'accord? Alors encore une fois, moi j'en ai acheté beaucoup plus haut, donc on voit que encore une fois ça dépend de vos objectifs, etc. Mais effectivement, si vous voulez 10% par an sur LVMH,
bah on voit que si vous l'achetez en ce moment, c'est quasiment impossible de les avoir dans 10 ans. Alors que si vous attendez simplement une baisse de 26%, eh bien vous avez besoin de seulement 16 milliards de dividendes par an sur LVMH, que le business reverse 16 milliards dans 10 ans, ce qui est totalement, je pense, possible. Vraiment, c'est vraiment dans le domaine du possible. Alors que bah, si jamais vous l'achetez maintenant, vous avez besoin d'un taux de croissance de ce dividende de 17% par an. Et donc ça fera in fine dans 10 ans un dividende de 33 milliards. D'accord? Donc encore une fois, ça n'a rien à voir. Et alors je viens de me rendre compte que 17% c'était en fait sans le réinvestissement. Si vous réinvestissez le dividende avec le yield actuel, vous avez besoin de 15%. Donc voilà, je vous l'ai refait ici, 15%. Ça vous donne non pas 33 milliards mais 28 milliards, ce qui n'empêche que voilà, c'est quand même énorme, d'accord. Il faut quand même 28 milliards dans 10 ans au prix actuel. Si vous achetez LVMH au prix actuel avec le yield actuel, il vous faut, et bien voilà, pour vous donner une idée, il faut vraiment un free cash flow dans 10 ans de 28 milliards, alors que dans l'autre scénario, bah, comme on l'avait vu, il vous fallait seulement un free cash flow de 16 milliards. Donc ça c'est pour LVMH. Maintenant je vais vous mettre justement voilà, sur Pernod Ricard, puisque regardez, sur Pernod Ricard rapidement, on a un yield de 3,70%, mais on a moins de croissance. Alors est-ce que justement le yield de plus élevé, est-ce que va compenser le fait qu'il y a moins de croissance? Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter Pernod Ricard avec un yield de plus élevé et donc une croissance plus faible, ou alors partir sur du LVMH avec un yield plus faible mais une croissance plus élevée? Suspense, on va y répondre. Encore une fois, c'est très simple, on a le tableau, hein, c'est mathématique, il nous faut juste le taux de croissance. Ok, alors je viens de me mettre sur Pernod Ricard, donc je suis allé lire le dernier conference call juste avant de faire la vidéo. Alors donc ça c'est le Q2 2024, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais en fait, alors pourquoi Pernod Ricard se fait sanctionner par le marché, hein. Là on est quand même sur une belle sanction. En fait, regardez, donc le Q2 2024, ils avaient dit, j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager avec vous également l'un de nos plus grands investissements au cours des 2 dernières années. Donc The Huan, je sais pas comment on le dit, bref, c'est la plus grosse distillerie de whisky en Chine. Donc notez bien le mot Chine et notez bien le mot le plus gros investissement et finalement le plus gros, comment dire, ils nous avaient vraiment vendu la Chine comme un truc qui allait augmenter. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils avaient dit. Regardez, j'ai également goûté au produit, c'est phénoménal. Bref, voilà. Donc, ils avaient dit, c'était où alors, c'est voilà, Chine, croissance de 10% sur les 15 prochaines années. Donc, voilà ce qu'ils nous avaient dit. En Chine, les amis, nous allons avoir une croissance de 10% par an sur les 15 prochaines années. Donc, ça rigole pas quand même. Ouais, donc très rapidement, donc je vais mettre ça en grand. En fait, comme vous pouvez voir, Pernod Ricard, l'Asie, on parle quand même de 43% des ventes. Alors effectivement, voilà, l'Asie, là, ça devrait bien partir, mais à l'exclusion de la Chine c'est quand même un gros morceau. Et vous avez effectivement donc une belle croissance en Asie, hein, de 11%, mais là, c'est pénalisé en fait par la Chine. C'est pour ça que, vous voyez, en fait, c'est vraiment le moteur de Pernod Ricard en ce moment, c'est sur l'Asie. Donc l'Asie, bah, il y a la Chine, hein. Et donc malheureusement, quand on nous annonce que la Chine, c'est pas bon du tout, et qu'on attendait du 10% par an pendant les 15 prochaines années, et que ça délivre pas, bah effectivement le marché sanctionne assez sévèrement. Alors voilà, ça c'est la fameuse leur truc là, leur distillerie en Chine qui nous ont vendu. Donc je me remets quand même rapidement là-dessus. Donc voilà, en fait le Q3, donc là le dernier quarter, voilà ce qu'ils nous ont dit. Alors c'est quand même positif, hein, c'est positif. Donc voilà, par exemple en Inde ça va cartonner. Ils ont annoncé une forte accélération pour le 4e trimestre. Donc le 4e trimestre est publié dans encore une fois 40 jours, d'accord. Donc après une forte performance, mais ça ne sera pas seulement l'histoire de l'Inde. Il y a beaucoup d'autres marchés dans une bonne trajectoire de ligne de tête au moment où nous parlons. Donc là clairement voilà, selon eux le 4e trimestre, là quand ils vont publier le rapport dans 40 jours, ça devrait être reçu super positivement par le marché. Donc si vous vous souvenez, l'année dernière au cours de la deuxième période de l'exercice, notre volume a commencé à être affecté par la mise en œuvre complète de l'augmentation des prix et maintenant c'est déjà bien ancré dans le marché. Ça c'est super important. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'année dernière, rappelez-vous, énorme inflation, Pernod Ricard a augmenté les prix de ses spiritueux, d'accord. Et en fait, ça a légèrement baissé les volumes, l'augmentation des prix, donc pas top en termes de pricing power. Mais là, ils disent que ça y est, c'est le prix qui est augmenté et ancré dans le marché, et donc on va avoir de nouveau les mêmes volumes qu'avant l'augmentation des prix, avec l'augmentation des prix. Donc normalement, ça va ou bien augmenter les marges, ou alors augmenter le free cash flow, d'accord. Donc ça, encore une fois, c'est positif. À l'échelle mondiale, et sans vous donner de conseils sur tous les marchés, c'est favorable au 4e trimestre. Donc États-Unis, Europe, normalement, hein, d'après ce qu'ils disent. Évidemment, voilà, pas en Chine. Donc c'est vraiment le point noir. Mettez-le en rouge. Faut le mettre en rouge. Voilà, c'est vraiment le point noir. Mais sur de nombreux autres marchés, cela devient plus favorable en raison du ralentissement du volume de l'année dernière. Voilà. En fait, c'est vraiment, ça va être encore une fois une histoire de ce pricing power. L'année dernière, ils ont augmenté les prix. Je viens de vous le dire à l'instant. Ça a diminué un petit peu les volumes, mais là, ça y est, c'est bon. C'est pris en compte, donc on est vraiment très très bon. Et en fait, ça démontre encore une fois bien la puissance de Pernod Ricard, la puissance de ces entreprises qui ont un certain quand même pricing power. Et effectivement, quand il y a l'inflation, elles augmentent les prix. Donc voilà, on a une petite période, de stabilisation.
de normalisation comme ils appellent ça, mais après c'est bon, ça envoie. Donc le commerce de détail mondial de voyage s'améliore, pareil là c'est top, avec un T3 très fort. Il y aura donc un certain ajustement au quatrième trimestre. D'ailleurs ça, LVMH possède les duty free dans les aéroports, ils en ont également parlé. LVMH, le T3 est très fort, donc là-dessus encore une fois, voilà, Pernod Ricard en profite, LVMH en profite, donc on est vraiment très très bon. Il y aura donc un certain ajustement au quatrième trimestre. Bon, ça c'est ce qu'ils pensent. Hein. Est-ce qu'il y aura un ajustement? Voilà, bon c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça ne reste. Mais cela ne changera pas la trajectoire. C'est-à-dire que c'est toujours, voilà, ça va toujours être bon. Ce qui est un bon élan. Ok, là-dessus on est bon. Encore une fois, si vous me voulez, je suis heureux d'énumérer tous les marchés qui sont performants. Voilà. Donc voilà. Donc ce qui va être performant, ça va être Afrique, Moyen-Orient et Asie, à l'exclusion encore une fois de la Chine et l'Europe centrale et orientale, ainsi que l'amélioration de certains marchés en Amérique latine comme le Brésil. Donc peut-être que le dernier marché que je n'ai pas couvert est les États-Unis. Mais je l'ai fait, voilà, donc ça c'était bon. L'accélération en Inde est vraiment la traduction de fondamentaux très forts sur ce marché où nous avons, comme vous le savez, performé assez fortement depuis plus de 20 ans. Nous avons un portefeuille très solide à la fois en termes de marques de whisky indien et de spiritueux internationaux qui sont tous les deux très performants, et c'est pourquoi nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer également au quatrième trimestre de ce marché. Donc franchement c'est top, voilà, franchement c'est top. Donc maintenant qu'on a vu cette vue ensemble, moi, je vais terminer là-dessus. Je pense évidemment que ce n'est pas une bonne année en Chine, ouais, évidemment vous l'avez compris, et c'est aussi la chose puisque c'est fait partie de la raison pour laquelle tout le monde comprend, c'est-à-dire qu'il y a une faible confiance des consommateurs, et cela est directement lié à la faiblesse de l'environnement macroéconomique. Effectivement, c'est vrai que la Chine, énormément de personnes vendent la Chine, ouais, le nouveau truc, etc. Il faut acheter des ETF chinois, etc. Mais en fait, quand vous creusez un petit peu, la Chine, les consommateurs. Effectivement, il y a un boom, etc. Mais c'est pas évident pour les consommateurs chinois, et on s'en aperçoit bien que des marques comme Pernod Ricard et pas mal d'autres entreprises qui sont exposées à la Chine. Encore une fois, ouais, c'est vraiment pas évident en ce moment. Donc voilà, parenthèse fermée sur cette vue d'ensemble. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire avec cette vue d'ensemble, c'est aller voir directement. Donc les chiffres, alors les chiffres, donc on voit qu'il n'y a pas du tout mort d'homme. C'est pour ça que Pernod Ricard, encore une fois, là on s'est effondré, on a un yield de 4%. On va aller voir, est-ce que c'est quand même une belle opportunité? Ouais, ça s'est effondré de 42%, donc on est quand même pas trop mal. Alors donc le dividende payout ratio de 59%, la croissance 10 dernières années de 10%, de 21% sur les 5 dernières années et de 14% sur les 3 dernières années. Donc on a une forte croissance quand même, une forte croissance. On voit que là on a eu le free cash flow qui est passé sous le dividende, donc ça c'est vraiment pas bon du tout. Mais encore une fois, c'est avec leur histoire, et également aux États-Unis. Là je peux pas, faudrait que je fasse une vidéo de 45 minutes sur Pernod Ricard, mais ils ont eu des problèmes avec l'inventaire, et donc l'inventaire ça affecte le free cash flow. Mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que on fait un mix de dividendes et de rachat d'actions, d'accord? Et donc on peut se baser, là on a clairement, même en comptant, même si je compte ce free cash flow qui s'est effondré, d'accord? Même si je compte ce free cash flow qui s'est effondré, ça fait 1,07 exactement divisé par 1, oui, de 80%, de 80%, et donc avec un, comment dire, 3,70% de yield. Alors la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir avoir une croissance donc de, allez, on va dire, moi je pense qu'on peut avoir une croissance de 7% par an sur les 10 prochaines années, d'accord? Donc 7% par an sur les 10 prochaines années, avec un yield actuel de, là on l'a vu exactement 3,7, donc j'arrondis, je vais même arrondir à 4. Donc à 4, avec une croissance donc de 7-8%. En fait, voilà, on est à 12% de dividendes dans 10 ans sur Pernod Ricard. Donc de ce point de vue là, on est quand même mieux que sur LVMH, vous voyez. Donc c'est quand même intéressant, de voir qu'on est mieux on est mieux. Et en fait on a simplement besoin sur Pernod Ricard d'une croissance de 5% de dividendes sur les 10 prochaines années pour avoir un yield de 10%. Donc pour avoir un yield, excusez-moi, un dividende de 10%, enfin 10% de rendement sur Pernod Ricard dans 10 ans en réinvestissant vos dividendes. Donc franchement on est vraiment super bien. C'est pour ça que j'en achète. Après la vue d'ensemble de Guru Focus, donc on est effectivement vraiment mais très sous-évalué selon Guru Focus. Alors ça ici c'est le dividende, yield. Alors en fait, ça vous dit concrètement que le niveau moyen du rendement qu'on a eu sur Pernod Ricard sur les 10 dernières années, d'accord, en moyenne, ça ferait un Pernod Ricard sur exactement donc les 265 euros, d'accord. Là, le rendement qu'on a actuellement sur Pernod Ricard, d'accord, on n'a jamais eu un rendement plus, enfin, on est sur le rendement le plus élevé des 10 dernières années. Alors est-ce qu'il me le met sur les 15 dernières années? Non, il n'y a pas la data. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que
J'ai uniquement l'abonnement Gros Focus aux États-Unis, j'ai pas l'abonnement sur. Et comme c'est un truc, comment dire, PEA, c'est peut-être pour ça. Alors pareil niveau du RE, le RE hein, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le RE sur du long terme. S'il y a un RE de 12% sur du long terme, vous aurez un rendement de 12% par an. Hein. Globalement, on est vraiment là-dessus sur du long terme. Il y a vraiment une corrélation qui est incroyable. Hein. Warren Buffett, c'est son seul indicateur quasiment, c'est le RE, le retour sur l'equity. Donc c'est pour ça que rappelez-vous, je vous ai mis à l'instant un exemple avec un taux de croissance du dividende donc de entre 6 et 7%, on voit qu'avec un euro de 12%, on est vraiment très large. Donc encore une fois, je suis positif hein, sur Pernod Ricard. Voilà, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, je suis actionnaire dessus. Donc voilà, ça c'était pour Pernod Ricard, excusez-moi. Donc on est vraiment très bien. Et donc bah voilà, justement, deuxièmement, je vais vous présenter ESE. Alors ESE, bah, finalement, on va aller voir le PE de Schiller pour aller voir un petit peu la surévaluation du marché dans son ensemble. Donc alors je vais me mettre sur ESE. Pareil, j'en ai en PEA et ESE, j'en ai pas mal, mais j'ai une belle ligne dessus. Alors attendez, faut que je me mette sur l'onglet ETF que je le trouve pas sinon. ESE, ouais, il est là. Ok, voilà, nickel, il est là. Donc voilà, bon bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. On est vraiment sur un truc qui est pas mal. Donc le Schiller PE, il est de 36, donc on est quand même assez élevé. Le marché est assez élevé. Mais en fait, ce qu'il faut voir également, c'est bah là, il y a eu la baisse des taux, d'accord. Donc on est quand même pas mal. Et voilà, on n'est pas non plus sur des niveaux non plus de malade. Hein. Voilà, on n'est pas sur un niveau de 2000, des années 2000. Mais voilà, on est quand même assez élevé, d'accord. On est quand même assez élevé. Et bon, alors le problème, c'est que si je me lance dans les explications, il va falloir que je passe 20 minutes là-dessus. Donc je pense que je ferai une vidéo directement sur la valorisation du S&P 500 avec l'equity risk premium. J'avais déjà commencé en plus à écrire une vidéo sur le RP, l'equity risk premium, qui sert à valoriser finalement, qui prend en compte en fait le rendement moyen du S&P 500, d'accord, avec donc les estimations des rachats d'actions plus des dividendes sur la moyenne des 500 entreprises du S&P 500 et en prenant en compte le taux sans risque, donc le taux US. Et en fait, ça vous donne ce qu'on appelle l'equity risk premium et c'est bien mieux que le Schiller PE. Donc j'avais prévu de vous faire une vidéo pour vous l'expliquer. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, je vais me mettre directement sur Verallia parce que Verallia, j'avais fait un top PEA il y a maintenant peut-être 5 mois. Et alors je m'étais fait prendre à partie, non, j'irai pas jusqu'à là, mais voilà, on m'avait dit ouais, pourquoi t'as pas mis Verallia dans ton top PE, etc. Bon bah voilà, ça s'est effondré. Alors donc il y a le learning dans 6 jours. Donc c'est une entreprise leader dans le verre. Alors pareil, ouais, c'est vrai que à chaque fois j'ai pas fait des présentations d'entreprise. Enfin, j'ai pas présenté les entreprises, donc je pense que vous connaissez LVMH et Pernod Ricard. Mais donc, je vais me mettre sur le conference call donc de Verallia. Alors, le problème, je pense que vous avez déjà vu plusieurs vidéos passer. C'est en fait l'EBITDA qui est attendu vraiment en baisse, d'accord. Et le deuxième problème, en fait, ça va être la croissance. Donc là, sur Verallia, on a un yield encore plus élevé que sur Pernod Ricard. On est sur du 7,82 de rendement. Donc, est-ce que malgré la baisse finalement voilà la baisse de la croissance anticipée, est-ce qu'on est quand même pas mal? Donc on va voir ça ensemble. Premièrement, selon Goro Focus, c'est très sous-évalué. Niveau du RE, bon là faut pas le prendre en compte, faut prendre en compte le ROIC, donc il est de 15%, donc c'est vraiment très bien. Le retour sur asset aussi, c'est très bien, comme vous voyez, c'est vraiment très bien. D'ailleurs on pourrait jeter un petit coup d'œil aux finances assez rapidement. Donc on est vraiment sur donc sur une market cap de 3 milliards sur une market cap de 3,32 milliards, d'accord. On a donc un equity de 1 milliard. On est assez bien, on n'a pas tellement de cash, on a 500 millions de cash sur un dividende de combien? Sur un dividende de 163 millions. Donc on a énormément de marge. C'est-à-dire qu'on peut épuiser un petit peu dans le cash là, pendant cette année, l'année prochaine pour le dividende. Et on voit qu'on a surtout un énorme free cash flow. Donc vraiment, on est vraiment très bien. En termes de sécurité du dividende, on est vraiment 10 sur 10. D'accord. Là-dessus, on est vraiment top. En fait, le problème, c'est effectivement la croissance. C'est effectivement la croissance future. Les analystes, en fait, on tape pas sur une énorme croissance. Mais vous allez voir qu'avec le yield actuel, on n'a pas besoin finalement d'énormément de croissance. Mais surtout, le problème, alors premièrement, je vais commencer par la fin. Dans le conference call, il y a une question de Fernando. Compte tenu de la liquidité dont vous avez les 300 millions qu'on vient de voir à l'instant là dans le bilan qu'ils ont en cash, donc prévoyez-vous de faire des rachats d'actions pour profiter de la faible valorisation actuelle? Eh bien, pour être honnête, à court terme, la réponse est non. Nous avons annoncé avec nos résultats annuels notre dividende et ça sera notre objectif de cette année. Donc, malgré
malgré le prix assez bas, ils ne prévoient pas de faire de rachat d'actions, d'accord. Donc ça veut dire que voilà, c'est vraiment une action, ils ont l'air d'avoir vraiment la politique de dividende, une forte politique de dividende. Et donc voilà, donc je vais me remettre ici, ça fait un yield de 7,82% avec vraiment un payout ratio qui est faible, hein. C'est ça le truc, franchement, franchement c'est vraiment pas mal, hein, parce que là si je mets le ouais, on a un payout ratio de seulement 0,33. Donc on voit là, le dividende qui a vraiment explosé. On voit ici historiquement, je vais vous le mettre en grand. Vous voyez vraiment, on a voilà le free cash flow, ou on va dire le bénéfice par action de 4 dollars, d'accord, 4 euros, excusez-moi, et le dividende par action de combien, de 1,4. Donc on peut vraiment augmenter le dividende considérablement. On a vraiment énormément de marge de manœuvre. On a vraiment, vous voyez, tout ça en marge de manœuvre, hein, là. Donc c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment bien. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, alors je vais me mettre ici, voilà. Donc, alors non, excusez-moi. Hop, donc voilà, avec un 6%, bon, il n'y a même pas sur le tableau, mais autrement dit, si on, même si on a un 5% de croissance du dividende par an, ça vous ferait 17% de yield dans 10 ans. Donc on est vraiment extrêmement bien sur Verallia. Est-ce que ça serait pas par hasard une énorme opportunité? Donc en fait, il y a quand même des problèmes. Alors les problèmes, c'est que je vous ai parlé de pardon écart avec le pricing power. Chez Verallia, c'est l'inverse. En fait, ils ont pas assez de volume et ils ont dû baisser les prix. Donc ça les a vachement impactés. Donc voilà, donc il y a quand même. Donc question concernant l'acquisition de Verallia en Italie. Donc voilà, donc ils ont fait une grosse acquisition, donc clairement une bonne décision pour nous. Voilà, là, ça va créer de la valeur pour les années à venir. Pareil, à propos de l'activité, la bonne nouvelle est que nous voyons l'amélioration séquentielle de l'activité, comme je l'ai commenté. Ça confirme donc le scénario sur lequel nous avons construit nos hypothèses 2024. Le problème, c'est que là en fait, ils nous avaient vendu qu'effectivement ça confirmait le scénario, mais là en fait, ils ont publié il y a une semaine que le scénario n'était pas du tout confirmé et qu'ils allaient revoir à la baisse, parce que regarde ce qu'ils avaient mis. Nous attendons donc un nouvel impact sur les prix, d'accord, un nouvel impact, donc voilà, un impact négatif au deuxième trimestre. Donc ils ont quand même dit aucun changement au niveau de l'EBITDA par rapport à ce que nous avons montré. Et encore une fois, nous confirmons notre orientation sur l'EBITDA. Et le problème, c'est que là, il y a 2 semaines, ils ont dit qu'en fait, ça va être annoncé beaucoup plus bas. Donc effectivement, le marché a sanctionné que ça. Bon, ils ont également, à propos des Jeux Olympiques, ils ont dit que ça allait pas du tout leur affecter. Et voilà sur le niveau de la question sur le rachat d'actions. Ouais, donc voilà, comme vous pouvez voir, ils ont vraiment été impactés sévèrement par les volumes et également par le taux, par l'inflation en Argentine, parce qu'encore une fois, ils sont exposés en Argentine et là-bas il y a eu vraiment une inflation. Donc finalement tous les revenus qu'ils avaient en Argentine, en fait la monnaie, quand ils l'ont ramené en euros, quand ils l'ont converti en euros, en fait ça représentait plus rien. Donc ça représente quand même 85 de pertes. Donc 125 plus 85, ça fait effectivement un Q1 2024 qui passe à 836 par rapport à 1. D'accord, donc c'est pour ça, voilà, l'explication finalement rapidement de l'EBITDA qui a été encore revue un petit peu à la baisse. Alors en fait là, j'étais en train de chercher à l'instant le. Ouais, voilà, en fait, ils avaient bien confirmé les bidas autour d'un milliard. Là, c'est 800 millions. Hein, donc, alors, pourquoi j'étais là-dessus? Parce que j'étais en train de chercher le yield. J'arrive pas à voir. Ils n'ont pas publié, excusez-moi. En fait, là, quand je regarde comme ça, donc j'ai 2023, et quand je mets en semi-annuel, donc là j'ai 0 en H2 2023, mais ils mettent qu'il y a un yield de 7,82%. Donc 7,82%, en fait, ça fait beaucoup plus que 160. Regardez, si je fais. Si je fais 162 milliards divisé par 3,3 milliards, 100 millions, excusez-moi, ça fait 5%. Donc là, ça veut dire qu'on est plutôt sur du divisé par 3,3, non, encore plus, 250 millions divisé par 3,3. Ok, on est sur du 250 millions de dividendes. Donc en fait, le dividende, il n'est pas... Le dividende qu'ils ont versé, il est sur l'année en cours, hein, sur les 12 derniers mois, en fait, il n'est pas de 163 millions, d'accord. Il est effectivement de 250 millions. Donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'on a toujours un payout ratio de 60%. Hein. On a vraiment, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ici, ils mettaient le payout ratio de... non, en fait, c'est pas à jour, ça c'est à jour, le yield effectivement, mais le dividende payout ratio n'est pas à jour. Voilà, n'est pas à jour. Bon, c'est pas très grave. Hein. Effectivement, là ici également c'est à jour. On voit bien que le dividende a explosé, donc c'est d'une fois, parce qu'en fait, effectivement, regardez, le problème c'est que moi, il y a 5 mois, en fait, pourquoi je n'étais pas favorable, excusez-moi, c'est parce que concrètement.
eh bien, on avait ici, je vais vous le mettre comme ça, vous allez comprendre hein, avec tout ce qu'on vient de voir. C'est en fait, on avait une market cap de allez, 4,7 milliards, d'accord. Donc 4,7 milliards avec un dividende de 160 millions, d'accord, divisé par 4,7, ça donnait finalement un yield de 3,4. Et moi, un yield de 3,4% sur une entreprise comme Verallia qui a pas de croissance, j'ai pas envie en fait d'y aller, d'accord. J'ai pas envie d'y aller. Effectivement, voilà, c'est ce qu'on avait. Et par contre, là maintenant, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, hop, je fais un petit peu des allers-retours, excusez-moi. Mais effectivement, on avait un yield. Donc là, en 2023, voilà, on avait un yield de 2,65. Et au plus haut, voilà, on avait un yield de 3,5. D'accord. Donc 3,5, finalement, on avait le même yield que sur Pernod Ricard. Sauf que Pernod Ricard, rappelez-vous, c'est beaucoup mieux. On est diversifié. On a une puissance de pricing power qu'on n'a pas forcément sur Verallia. Mais maintenant qu'on a eu la baisse, on voit que là, on a un yield vraiment qui est bien plus élevé, puisque. Bah là ça y est, regardez, rappelez-vous sur LVMH ce que ça fait 26% de baisse, bah là on a les 26% de baisse justement sur Verallia, donc effectivement c'est pour ça que là on a un yield beaucoup plus élevé, et c'est pour ça que le rendement là il est bien mieux. Donc c'est vrai que pour toutes les personnes qui voulaient se positionner, je pense que c'est vraiment un beau moment. Alors moi pourquoi j'en ai pas et pourquoi je n'y vais pas, c'est parce que au niveau des small cap dividendes, j'ai déjà sélectionné entre guillemets ma pépite. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, c'est une entreprise minière donc, qui possède des mines d'or qu'on avait présenté dans Liberty Dividend avec Paul. Il y a moins d'un mois. Mais en fait, le problème, c'est que c'est des présentations de plus de 2 heures. De plus de 2 heures. Excusez-moi, pareil pour le live sur les métaux qu'on avait fait. C'est des trucs c'est des trucs vraiment costauds. Donc, je sais pas trop comment le mettre sur YouTube. Faudrait qu'on le condense. Faudrait que je demande avec Paul si on peut faire un. Parce que lui il est vraiment, c'est son domaine. Il est super compétent là-dedans. Donc, faudrait que je vois avec lui si on pourrait faire un live sur sa chaîne YouTube ou alors sur la mienne pour condenser ces deux présentations en 15 minutes ou en 20 minutes. Ça pourrait vous apporter énormément de valeur, parce que c'est vrai que sur les minières là en ce moment il y a vraiment de très 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 belles opportunités. Encore une fois, il y a un risque, il y a son lot de défis, de risques, mais voilà, moi pour ma part je suis parti plutôt sur cet aspect là. En plus ça me permet d'avoir une diversification au niveau de l'or dans mon portefeuille, ce qui est vraiment pas trop mal. Alors je viens de voir que ça fait quand même déjà une demi-heure, la vidéo elle fait déjà une demi-heure, j'ai pas encore présenté la cinquième entreprise totale. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je ferai une deuxième partie et j'en remettrai une ou deux. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment axé dividende. J'ai vraiment voulu faire ça sur Pernod Ricard et sur LVMH, parce que voilà, Pernod Ricard, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, je vois, qui paniquent, mais tranquille, on est là sur du long terme. Et justement, voilà, Realty Income, regardez, la patience paye. Realty Income, ça a mis combien de temps? J'en ai acheté ici, j'ai mis 50 000 $ là, ici, là, j'ai un PRU à 47,5 avec mes dividendes. Voilà, maintenant j'ai 23% de dividendes, tranquille. Les taux, ils ont rebaissé. Effectivement, il y a eu du retard. Donc ça a mis combien de temps? Ça a mis combien de temps? C'est pour ça qu'on parle de jeu long terme. Ça a mis quand même 259 jours, d'accord? Et c'est même pas fini. Ça va peut-être repartir à la baisse pour remonter. Mais on est vraiment, faut pas qu'on essaye de timer le marché, etc. Vraiment, patience, tranquille. Faut avoir des bons investissements en portefeuille. Et voilà, en plus avec Realty Income, j'ai vendu pas mal de puts à droite à gauche, donc le rendement il est vraiment exceptionnel. Et voilà, encore une fois, patience. Même chose sur Pernod Ricard. Là, voilà, les taux repartent à la baisse. Donc voilà, il va y avoir une prime sur toutes les actions qui peuvent vous verser, comme on a vu ici. Voilà, du presque 4% de dividendes actuellement, et rapidement en une dizaine d'années du 10% de rendement. Donc franchement, c'est top. Mais encore une fois, long terme. Si vous voulez du court terme, c'est pas ici qu'il faut aller. J'essaye à la limite de vous trouver un truc. Mais c'est vrai que du court terme, ça va être vraiment difficile. Donc écoutez, voilà, encore plus 1,58% aujourd'hui. Oh non, mais c'est magnifique ça, les amis. C'est magnifique. Voilà, je vous laisse là-dessus, c'est magnifique. Pareil, je vois que Texas Roadhouse, explosion. Costco, pareil, explosion. C'est vrai que c'est pas évident d'investir dans ce genre de marché. C'est pour ça que je vais faire la vidéo sur l'equity risk premium et sur la valorisation moyenne finalement de CSM 500, parce que c'est vraiment pas évident. Même Google là, mon call Deep in the Money a explosé. Franchement, c'est magnifique. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vais refaire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Maintenant, j'ai beaucoup plus de temps. En plus, j'ai fini tous mes programmes quasiment. J'arrive à la fin, là, j'ai fini ETF Mastery, j'ai fini presque Liberty Dividend, Investor Pro, pareil, c'est terminé, et j'ai remis à jour totalement mon programme sur les options de plus de 15 heures. Donc là, je vais être beaucoup plus disponible pour les vidéos YouTube. Je vais au niveau de la qualité, ça va recommencer crescendo. Faut le temps que je me refasse la main. Mais voilà, j'espère que vous appréciez. On se laisse là-dessus et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.